Good morning, good Bonjour, bonjour et bonsoir à tous. Je vois que nous avons un grand nombre de participants qui entrent dans notre webinaire. Donc, j'ai le plaisir de faire l'ouverture de ce webinaire dans le domaine du programme PACT, accès aux soins et au traitement de la FMH. Le premier webinaire a été donné en septembre. Il couvrait les équipes multidisciplinaires et leur rôle. Le deuxième webinaire parlait de l'ensemble de cette prise en charge intégrale. Et aujourd'hui, nous allons voir comment collecter et utiliser les données pour informer les pratiques cliniques et améliorer les résultats, question santé, pour les personnes atteintes de troubles de la coagulation. Donc, je suis Donna Coffin et je suis directrice de la recherche à la FMH. Merci. Bien. Donc, je vous remercie pour cette diapositive qui indique nos partenaires leadership, donc Pfizer, Sanofi et CSL, Roche et leurs partenaires qui collaborent aussi, Biotest, Grifols, Sobi, etc. Nous les remercions. Avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de notre organisation d'aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a en bas de votre écran un icône pour l'interprétation. Nous offrons ce webinaire en français, espagnol, arabe et russe. Vous pouvez donc choisir la langue que vous souhaitez écouter. Si vous nous écoutez sur un téléphone portable, c'est un petit peu différent. En bas à droite de votre écran, de l'écran de votre téléphone, si c'est un téléphone Android, vous allez voir 3 points sur lesquels vous pouvez cliquer et choisir votre langue pour l'interprétation. Au milieu, vous avez un téléphone Apple. Vous pouvez choisir ici le bouton interprétation. Ensuite, vous choisissez la langue et vous confirmez. N'oubliez pas de confirmer votre sélection de langue. Pour la partie des questions et des réponses, vous avez donc en bas de l'écran le Q&A qui vous permet d'envoyer des questions que nous allons recueillir pendant toute la séance. Nous avons à la fin de notre séance une vingtaine de minutes qui seront consacrées aux questions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Pendant ce webinaire, nous allons avoir 3 questions. Ce sont des petites enquêtes, et donc une enquête avec 3 questions qui va apparaître sur votre écran et vous pourrez directement répondre. Nous comparerons ensuite les réponses. Tout cela est confidentiel et anonyme. Bien, donc maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Notre premier intervenant est le docteur Alfonso Lorio. Il est professeur et président du département des méthodes de recherche en santé, preuve et impact à l'université McMaster. Il est chercheur principal du programme d'application pour pharmacocinétique des populations en hémophilie, les co-investigateurs du projet PROB. C'est un projet et il est président du registre canadien des troubles de la coagulation. Il a été président du comité des données de la démographie de la FMH. Il est coprésident du registre des troubles de la coagulation WBDR. Donc, bienvenue, docteur Lorio. Nous avons aussi le docteur Catherine Lambert, qui est hématologue pour adultes à la division d'hématologie des cliniques universitaires de Belgique, Saint-Luc, à Bruxelles. Elle est impliquée dans le programme de jumelage de la FMH et elle travaille avec le docteur Lorio comme co-directrice. Nous avons aussi le docteur Mieti Nogomo, qui est hématologue à l'hôpital universitaire de Yopungo, en Côte d'Ivoire, où il est responsable des troubles de l'hémostase tels que l'hémophilie depuis 2010. En 2018, son centre, aux côtés de celui du docteur Lambert,
a reçu le prix du jumelage HTC de l'année. Ensuite, nous avons le docteur Marius Coetzee, qui est un hématologue universitaire semi-retraité. Il s'est occupé des troubles de la coagulation dans le centre de l'Afrique du Sud pendant la majeure partie de sa carrière professionnelle. Il est l'auteur d'un certain nombre de publications sur l'hémophilie. Il a reçu une bourse de la FMHI-HTC et il est le champion de la WBDR. Il va nous en parler aujourd'hui. Il va nous parler des patients qui sont inscrits sur le site MyWBDR. Et enfin, nous avons le docteur Tahir Zafar, qui est professeur d'hématologie, directrice du HTC de Rawalpindi au Pakistan. Elle est également membre fondateur de la Société de bien-être des patients hémophiles et elle a travaillé dans diverses institutions prestigieuses au Pakistan et au Royaume-Uni et elle va nous présenter donc son expérience concernant l'utilisation de données dans le cadre des personnes atteintes de troubles de la coagulation. Donc, nous allons donner la parole au docteur Alfonso Llorio. Merci beaucoup, Donna. Bonjour, bonjour à tous. Je vois avec plaisir que nous avons un appel avec différentes personnes du monde entier et qui nous envoient des saluts dans le chat. Donc, c'est un plaisir. L'ordre du jour est sur l'écran, comme vous le voyez. Nous avons entendu l'introduction. Nous allons maintenant parler de la façon dont nous collectons les données. Et ensuite, nous parlerons de la façon dont on utilise ce registre mondial des troubles de la coagulation qui nous permet de savoir quels sont les résultats des patients, quels sont les résultats de la prise en charge de ces patients. Nous aurons enfin le temps de passer aux questions et aux réponses. Vous pouvez envoyer vos questions dans la partie donc Q&A pendant la présentation. Nous garderons vos questions pour la fin. Nous y répondrons bien sûr à la fin. Et cela dit, nous allons passer directement à la façon dont nous collectons les données. Je vais vous présenter cette partie de notre webinaire. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes intéressés par les données? Eh bien, les données sont très utiles et puissantes puisque ce sont les données qui nous permettent de progresser dans le domaine des recherches. Elles nous permettent d'améliorer notre prise en charge et de faire notre plaidoyer, quel que soit l'objectif. Les données sont très importantes et elles deviennent de plus en plus importantes et la collecte de données et améliorer cette collecte de données est aussi très importante. C'est quelque chose qui est indispensable. Je dirais que les données sont les empreintes de notre processus de santé. C'est ce qui reste après que les choses soient arrivées et c'est ce qui nous permet d'améliorer le travail auprès de nos patients dans le futur. Alors, l'importance des données. L'importance des données se trouve dans leur information, l'information qu'elles nous fournissent au quotidien. Je veux réfléchir d'abord, quel est le sens de ce mot? Donner, ça veut dire le fait de donner, c'est le participe passé du verbe donner. Donc, les données sont ce qui reste, ce que la personne nous laisse, le patient nous laisse ce qu'il laisse derrière lui. Et donc, c'est le sens original de ce mot. Et vous savez que les maladies actuelles, toutes les discussions qu'il y a actuellement concernant l'utilisation des données, comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées, collecter les données, le fait qu'on ne puisse pas
et collecter ces données justement qui restent derrière l'utilisateur. Ces données sont pleines d'informations de grande importance. Pour une question de recherche, nous avons construit une couche additionnelle qui nous permet de collecter les données pour nous assurer que ces empreintes sont collectées et correctement et interprétées correctement. C'est de cela qu'il s'agit justement. Alors, que sont les registres? Eh bien, les registres sont des centres de collecte de données. On dit que les registres collectent des données réelles, contrairement aux essais cliniques dans lesquels nous disons aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, nous leur expliquons le traitement qu'ils doivent faire, nous faisons des tests, des observations pour voir quels sont les effets de traitement. Il s'agit d'un environnement artificiel dans lequel nous générons des données qui sont basées sur un objectif de recherche, alors que les registres collectent des données réelles à mesure que les événements ont lieu. Alors pourquoi? Parce que les données ont une valeur et un pouvoir. Et comment? Parce qu'il est possible de capturer ces données sans affecter le cours de la vie. Nos patients et nos médecins veulent tous savoir quels sont les résultats des soins qui sont délivrés sans que cela ait trop d'impact sur la vie de nos patients. La façon dont ces traitements sont utilisés, c'est ce que nos registres donc, peuvent enregistrer justement. Alors, comment organiser un bon registre, faire une bonne collecte de données? Il s'agit d'un équilibre entre l'observation sans rien changer du cours des événements naturels et imposer un peu de contrôle qui permet à ces données d'être plus valables parce qu'elles vont être standardisées et mieux adaptées pour répondre à nos besoins. Alors, cela demande un certain travail. Si l'on observe tout cela, vous allez voir qu'on a besoin de temps, de personnes qui travaillent, du temps de nos patients pour collecter ces données. Alors, il y a deux paradigmes. On le fait pour une cause. On veut aider notre communauté. On est convaincu que c'est bien de le faire et cela va aider les patients et dans le futur. Mais ça peut être aussi fait comme un business, comme les grandes compagnies le font dans le cas de la collecte de données dans les hôpitaux, et c'est un business, il y a de l'argent qui va être généré. Dans les deux cas, beaucoup d'entre nous pensent que cela devrait avoir un bénéfice qui soit juste pour les deux parties. Voilà les deux principaux paradigmes de cet enregistrement, de ce système de registre de données. Bien, je ne vais pas discuter je ne vais pas parler de la propriété de données, de la protection des données, de la protection de la vie privée, des aspects éthiques. On peut garder cela pour la discussion. Ce sont des points très importants, bien sûr, mais je n'ai pas aujourd'hui le temps d'aborder cette question parce que je voudrais aborder 4 aspects de la collecte de données qui sont: ces données doivent être représentatives, elles doivent être complètes, elles doivent avoir un sens, elles doivent être exactes. C'est cela qui rend les données de bonne qualité. Alors voyons ces caractéristiques l'une après l'autre. La représentativité des données. Les données sont plus valables lorsqu'elles représentent correctement la population à laquelle nous nous intéressons. Par exemple, si vous voulez en connaître davantage sur le traitement de l'hémophilie dans un pays, dans un centre ou dans le monde entier, nous pouvons avoir tous les cas, mais tous les cas, un ensemble aléatoire de données, ce n'est pas vraiment utile. Alors, tous les groupes de patients que nous pouvons atteindre, mais en décrivant exactement ce dont nous avons besoin, ça peut être utile. Par exemple, tous les patients dans un pays seraient une bonne collecte de données. Même si un patient sur 10 est connu dans un centre. Je collecte des données, une donnée tous les 10
ou un patient tous les 10 patients, on va collecter les données de ce patient si je ne peux pas collecter les données de tous les patients. Ou bien je peux collecter les données de tous les patients qui viennent au centre au mois de mars. Ou bien je collecte tous les données des patients qui sont venus dans le centre à telle date. Donc, j'essaie d'indiquer cela. Cela va être représentatif. La prochaine diapositive parle de l'aspect de la complétude. La plupart de ces données sont en connexion avec d'autres choses. Par exemple, dans le cas d'une plateforme de cinéma où on va voir quelle est la langue, quel est l'âge, qu'est-ce que la personne regarde, etc. Donc, le pouvoir des données et la connexion avec d'autres informations. Donc, il est important de collecter l'ensemble de données pour chaque patient et d'avoir des données complètes. Si, par exemple, vous voulez explorer l'adhésion au traitement, l'efficacité du traitement. Vous avez besoin de savoir d'avoir un journal des saignements, par exemple. Il faut que ce soit complet. Comment est-ce que j'obtiens ces données? La manière la plus efficace, c'est la participation. On doit s'assurer que ces personnes qui vont nous permettre de collecter leurs données comprennent l'importance de cela. Et puis, la collecte de données doit être constante. Et à tout moment, lorsque vous utilisez Google, par exemple, vous laissez des données. Eh bien, c'est la même chose. Google va analyser ces données. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque nous faisons une collecte de données, nous devons le faire en permanence et c'est la meilleure manière de le faire. Et la façon de vérifier cela, c'est un système triangulaire en vérifiant différentes sources de la même information. La complétude de données ne peut pas être améliorée au-delà d'un certain point. Et c'est une arme à double tranchant, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas faire une bonne collecte de données, il vaut peut-être mieux ne pas faire de collecte de données parce que sinon, ça ne va pas vous aider. Parce que ça va vous montrer que le traitement n'est pas efficace et qu'il n'y a pas autant de gens qui le prennent. Ça ne sert à rien. C'est très important politiquement aussi. Ensuite, le sens que cela peut avoir, ça demande du temps, ça coûte cher de collecter des données. Par conséquent, ici, ces informations que nous allons collecter doivent avoir un sens. Je dois pouvoir comprendre pourquoi je collecte ces données, qu'est-ce que j'attends de ces données. Et c'est pour cela que c'est un long voyage, ce registre. Vous devez mettre en place une organisation pour créer ce registre. Vous devez avoir confiance dans tous ceux qui ont organisé cela. Vous devez euh, expliquer à tout le monde, à chacun, aux patients, etc., pourquoi c'est important de collecter ces données. Il faut qu'il y ait une bonne conception. Si vous demandez pourquoi vous le faites et comment vous le faites, ça ne va pas bien marcher. Il faut éclaircir. Si l'on ne voit pas la valeur de cela, arrêtons de collecter les données. Et puis, si vous le faites, vous allez commencer à en tirer profit. Que vous soyez un médecin, un patient, dès que on commence à utiliser les données, on se rend compte de leur richesse et à ce moment-là, ça donne un impact positif sur cette collecte de données. Et finalement, l'exactitude des données. Les données sont puissantes, elles ont un pouvoir. Donc, pour bien respecter et essayer de comprendre ces données, les données ne vont pas dire ce que nous voulons qu'elles disent. Si nous faisons une bonne triangulation, si le reporting est transparent et complet, si vous posez des questions d'abord et ensuite vous avez les réponses que vous donnent les données et que vous les analysez, vous ferez du bon travail. Ne commençons pas à changer la façon dont nous utilisons les données jusqu'à ce qu'on ait la réponse que l'on veut avoir. Ça, il ne faut pas le faire. Les données peuvent nous offrir les réponses que nous voulons, mais nous devons décider
de collecter les données avec certains outils et si nous avons bien fait notre travail, si nous utilisons bien l'outil, les données seront ce qu'elles seront. Nous devons continuer et accepter les résultats des données. Voilà, c'est la dernière partie de la collecte de données. Quand vous analysez ces données, cela doit être automatique et vraiment fait de manière respectueuse, à savoir ce que nous avons collecté. Est-ce que ces données étaient précises? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce qu'il y a eu des erreurs d'hypothèse? Donc, ne pas blâmer les données en cas de problème. Soyez honnête sur la façon dont vous travaillez. Voilà, je crois que j'en ai terminé. C'était ma dernière diapositive. Je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à faire des commentaires. En ayant dit ça, nous allons passer à notre première question du sondage. Il y a quelques-unes des questions de sondage pendant le webinaire. Il n'y a pas de questions de bonnes réponses ou de mauvaises réponses. C'est dans le but de récolter des données et de savoir où nous retrouvons et essayer d'apprendre de ce que les autres font. Donc, les réponses individuelles ne seront pas partagées publiquement, les réponses seront confidentielles et nous allons montrer le résultat général. Et donc, voilà la première question. Vous avez la possibilité de choisir votre option de préférence ou plus d'une réponse. Je vais lire les questions au fur et à mesure. Donc, la première question est quel programme de collection, de récolte des données ont votre participation maintenant? De quel programme est-ce que vous participez maintenant? Donc, vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Registre HTC, B, registre national, registre de OMN, D, WBDR, le registre avec les femmes avec les troubles de la coagulation, un autre type de registre, et F, je ne participe à aucun programme de récolte des données, donc il faut sélectionner les bonnes réponses pour vous. Voilà. Maintenant, nous avons les résultats sur l'écran et vous pouvez visionner que quelques commentaires. Presque 60% des participants collectent leurs données dans un centre de traitement de l'hémophilie ou HTC. Et 50% des participants collectent les données au sein d'un registre national. 41%, c'est pour les OMN. Et puis, presque 50% pour le WBDR, le registre des femmes. Donc, pour d'autres types de registres, le pourcentage est assez bas. Et il y a 10% de participants qui ne participent pas encore dans un programme de collection de récolte des données. Merci beaucoup d'avoir voté. Nous allons avancer maintenant. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter la docteure Catherine Lambert et le docteur Meite Ndogomo. Ils vont parler sur l'utilisation des données WBDR pour mesurer les résultats de santé. Chers collègues, bienvenue à cette présentation sur l'utilisation des données WBDR pour mesurer les résultats de santé. Je m'appelle Catherine Lambert. Je suis hématologue dans les centres de traitement de l'hémophilie à Bruxelles, en Belgique. Et je vais partager ma présentation avec le docteur Meite, le responsable des hématologies dans les centres hospitaliers universitaires de Yopougon, en Côte d'Ivoire. Merci, Catherine. Notre présentation d'aujourd'hui va
considérer les points suivants. Je vais commencer en parlant de soins d'hémophilie en Côte d'Ivoire et je vais mentionner le projet de jumelage entre Abidjan et les centres de traitement à Bruxelles. Puis, la professeure Lambert va parler sur comment le registre WBBDR a été implémenté en Côte d'Ivoire. Elle va aussi parler de l'impact potentiel de l'utilisation du WBBDR pour améliorer les soins d'hémophilie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays dans l'Afrique de l'Ouest. La population estimée est d'un total de 28 millions d'habitants en 2021. Nous avons un centre de traitement de l'hémophilie situé dans la capitale, la ville capitale, Abidjan. Et nous avons un autre centre en Mbouaké, au centre du pays. L'Organisation des patients a été créée en 2008, l'OMN. Nous avons vu quelques optimisations majeures dans les soins d'hémophilie et la gestion de la maladie depuis quelques années. Avec les soutiens de la FMH, nous avons réussi à avoir un projet de jumelage de HTC avec le centre de Bruxelles entre les années 2014 et 2018. Pour ce projet, les soins ont été organisés avec les éléments suivants. Des consultations multidisciplinaires standardisées, des registres médicaux structurés, des registres où on a un registre des saignements, les traitements et les différents types de thérapies que les patients reçoivent. Nous avons aussi des études biologiques avec un dépistage pour détecter les inhibiteurs, une collection des données régulières, le dépistage familial avec un dépistage systématique des nouveau-nés, des enfants de garçons nouveau-nés. Puis, éducation et formation des porteurs et porteuses, surtout en termes de la transmission de l'hémophilie et information et formation des patients et leurs familles. Nous avons une campagne de récolte des données vaste qui a été réalisée vers la fin de 2018 dans le contexte du programme de jumelage de la FMH. Ce travail a été publié dans cet article que nous voyons. C'était le premier registre d'hémophilie publié en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons aussi publié un article sur l'épidémiologie inhibiteurs et les facteurs de risque génétique dans notre pays. Nous avons un seul HTC dans notre pays, mais dans un cadre de collaboration avec les organisations des patients, nous développons des réseaux pour se focaliser sur les soins d'hémophilie à travers les pays, à Bouaké et aussi à Yamoussoukro. Nous participons aussi à l'éducation des centres communautaires au sujet de l'hémophilie. Nous disséminons les connaissances sur les soins d'hémophilie et nous travaillons sur la durabilité du centre de traitement situé à Abidjan. Voilà un résumé de l'évolution des soins d'hémophilie en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Jusqu'à 2014, les concentrés des facteurs de coagulation venaient exclusivement grâce à l'aide humanitaire. Il y avait un accès limité aux facteurs, il n'y avait pas de patients avec des traitements prophylactiques, il n'y avait pas une prévention élective des saignements à travers l'administration de CFC ou à travers les traitements hémostatiques. En 2014, nous sommes parvenus à augmenter l'accès au CFC grâce au programme de dons de la FMH. Les enfants ont bénéficié d'une prophylaxie à faible dose avec CFC en 2018. Nous avons fait des circoncisions et synovioorthésies pour les patients qui avaient besoin de ces traitements avec un traitement et thérapie de CFC de manière préventive. Tous ces efforts nous ont permis de reconnaître et inclure l'hémophilie dans le programme national publié par les autorités de santé en 2021.
Depuis, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a signé un accord avec un partenaire de l'industrie pour promouvoir les dons de emicizumab. Grâce à ces dons, presque 30 enfants ont reçu un traitement prophylactique avec emicizumab en 2021. Après cette mise à jour, je vais donner la parole à la professeure Lambert. Elle va continuer avec la présentation. Merci Maïté. Donc, dans les diapos prochaines, je vais souligner comment les soins d'hémophilie en Côte d'Ivoire ont été améliorés grâce à la mise en place de la WBDR ou du WBDR. C'est un registre qui a été mis à jour en 2090 et il y a plus de 80% de la population d'hémophilie qui est impliquée dans le registre, qui a été inclus dans le registre. La mise en place a été faite grâce au projet de jumelage entre Bruxelles et la Côte d'Ivoire. La Bruxelles a rejoint le WBDR en 2018 et cela a marqué une occasion pour partager avec Abidjan notre expérience pour obtenir l'approbation du comité d'éthique, pour obtenir un soutien informatique et pour donner de la formation pour enregistrer les données. Comme le docteur Maïté nous a expliqué, l'utilisation de registres et les fichiers médicaux sont structurés selon les données sollicitées dans le WBDR. Et cela nous a aidé à faire un transfert des données dans le WBDR. L'inscription a eu lieu durant une visite de jumelage à Abidjan et c'était un projet bien reçu avec beaucoup de participation. Il y a quelques données spécifiques que l'on peut retrouver dans le WBDR, par exemple des données démographiques, les diagnostics et aussi la situation clinique des patients avec hémophilie. Il y a quelques composantes qui sont obligatoires et il y en a d'autres qui sont optionnelles. Dans les prochaines diapos, je vais souligner les résultats et la valeur potentielle de la participation dans le WBDR, surtout en Côte d'Ivoire, bien sûr. Premièrement, un des bénéfices a été de mesurer les résultats de la prophylaxie et des mesures préventatives sélectives. Nous avons réussi à mesurer cela grâce à un nombre augmenté des personnes identifiées avec hémophilie, une réduction du taux de saignement annuel, un âge inférieur au moment du diagnostic, un accès augmenté au traitement et à la prophylaxie, davantage de données sur les inhibiteurs et une quantité réduite des articulations cibles au moins chez les enfants. La participation dans le WBDR nous a fourni des données objectives et nous a permis de faire une comparaison avec d'autres pays, dans les pays développés et en développement. Ici, je vais vous montrer une présentation de la FMH de l'année dernière où nous avons fait une comparaison directe entre la population avec hémophilie en Côte d'Ivoire et en Belgique. Une autre opportunité du WBDR est de permettre l'identification des besoins locaux, par exemple la quantité de CFC, le besoin de physiothérapie, le dépistage, les programmes de formation et les programmes de sensibilisation. À travers l'utilisation des données fournies par le WBDR, nous pouvons développer des plans d'action nationaux et lancer des négociations avec les parties prenantes, non seulement les autorités de santé, mais aussi les directeurs des hôpitaux ou de l'hôpital où le centre de traitement de l'hémophilie se trouve et aussi avec les membres de l'industrie, par exemple, pour le programme de Levi-Cizumab. Ce programme a été utile pour mener des plaidoyers pour avoir un accès durable au traitement et à la prophylaxie de l'hémophilie, en sachant, par exemple, la quantité des patients atteints d'hémophilie, les taux de saignement annuels, les articulations ciblées, l'hospitalisation et les programmes de formation nécessaires.
Plus largement, la participation dans ce registre a permis la participation dans des essais cliniques internationaux. Cela nous a permis aussi d'initier des collaborations internationales et nous a fourni la sensation de devenir un partenaire actif au niveau communautaire. Ce registre a permis une participation active sur les connaissances globales sur l'hémophilie et dans certains cas, c'est un registre qui nous a aidés à avoir accès au financement. Donc, j'espère avec cette présentation d'avoir souligné les bénéfices et les opportunités majeures de la participation et l'utilisation des données fournies par le WBDR. C'est davantage des bénéfices additionnels dans les pays en développement, dans le contexte d'améliorer les soins d'hémophilie. Cela montre aussi les apports d'un programme de jumelage au moment de partager les expériences et faciliter la mise en place du registre. Donc, au nom du Dr Meite et moi, je voudrais vous remercier de votre attention. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Dr Meite, de votre présentation. J'avais oublié de vous dire auparavant que vous pouvez taper vos questions dans votre propre langue et nous allons traduire vos questions si c'est nécessaire. Donc, il ne faut pas être timide. Osez à écrire vos questions, que ce soit en anglais ou dans une autre langue. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième question du sondage. Vous savez déjà comment on doit le faire, donc je vais lire la question pour vous pendant que l'on montre la question de sondage sur l'écran. Quels défis est-ce que vous avez au moment de participer dans le programme de récolte des données? Vous pouvez sélectionner plus d'une option. Donc, voilà les réponses possibles. A, personnel, les personnels. B, ressources. C, temps. D, approbation régulatoire. Et E, pas de défi. Prenez votre temps de sélectionner les défis qui s'appliquent à votre expérience. 9 dans le total des 10 d'entre vous ont répondu que vous menez de la récolte des données. Donc, nous attendons vos réponses. Vous avez vu le pouvoir des données dans la présentation de la professeure Lambert et du docteur Ngogomon. Donc, nous voulons vous aider à surmonter les défis pour ce type d'expérience. Voilà les résultats. 3 d'entre 4 font face aux problèmes en termes de ressources humaines et financières. Nous le savons déjà, la récolte des données est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui peut être coûteuse aussi. Et parfois, il faut payer des frais d'infrastructure aussi. C'est bien de voir que ce sont des barrières que l'on retrouve partout dans le monde. Et il y a une barrière additionnelle. Lorsque nous travaillons de manière isolée, nous pensons que c'est quelque chose de trop compliqué, que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, que je n'ai pas assez de ressources. Sachez que c'est la même situation partout dans le monde. Et s'il y a des gens qui peuvent surmonter la situation, c'est parce que les ressources humaines ou financières sont disponibles. Cela s'applique à une petite quantité des pays. Même dans mon pays, au Canada, la collection, la récolte de données et grâce à la volonté de ceux qui collectent les données. Donc, ce sont des barrières assez communes et nous devons sentir donc que nous pouvons surmonter ces défis ensemble lorsqu'il s'agit des défis partagés par tous. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Marius Coetzee.
il va nous raconter sur les résultats des patients. Marius, vous avez la parole. Bonjour messieurs, dames. Je suis le professeur Coetzee de l'Université de Free State au milieu d'Afrique du Sud. Je suis hématologue et je vais organiser cette présentation avec Dr. Leriska Haupt. Nous allons parler des résultats et des données rapportées par les patients. Et le thème d'aujourd'hui va être divisé en deux parties. D'abord, nous aurons les résultats rapportés par les patients. Nous allons en parler. Nous allons parler de ce qu'ils sont. Ensuite, nous verrons pourquoi est-ce que les PRO, à savoir les résultats rapportés par les patients, sont importants. Dans la deuxième partie de ma présentation, nous parlerons de l'outil de PRO qui s'appelle MyWBDR. Pourquoi est-ce qu'il est important? Quelles informations sont fournies? Quelles caractéristiques et fonctionnalités il possède et quels sont ses avantages? Les problèmes que nous avions auparavant, avant que ce système soit disponible au mois de juillet de cette année, nous avions donc un problème de résultats rapportés par les patients et de données concernant ces résultats qu'on appellera PRO. Donc, nous avions un sens que nous passions à côté des données. Nous avions essayé de faire des journaux format papier qui n'étaient pas complétés, qui étaient laissés à la maison, qui étaient perdus. Donc, il était difficile de collecter et de comparer les données, ce qui rendait les recherches plus difficiles. Par ailleurs, les pharmacistes s'inquiétaient et parce que ils voulaient que nous leur montrions ce que nous faisions avec tous ces médicaments qu'ils nous fournissaient. Donc, voyons maintenant ce que proposent les lignes directrices pour la prise en charge et de l'hémophilie, de la FMH. La recommandation 11.2.1 dit la fréquence de tous les saignements doit être documentée en temps réel par les patients ou par les soignants et révisée ensemble ou revue ensemble annuellement au moins. Dans la recommandation 11.7.1, il est recommandé de documenter la santé générale et musculosquelettique de tous les patients de manière annuelle et que l'on peut faire cela sur le site de la FMH avec le HJHS. On recommande aussi d'analyser les niveaux d'activité fonctionnelle avec différents systèmes comme par exemple le HAL, liste d'activité d'hémophilie, ou le FISH, score indépendance fonctionnelle dans l'hémophilie. Et on recommande aussi d'analyser les résultats concernant la qualité de la vie avec le HRQOL. Alors, voyons un petit peu ce que nos patients nous disaient en ce qui concerne ces résultats. Leur réponse était, d'abord, ils répondaient à notre question, est-ce que notre traitement fait une différence dans la vie des patients? Les PRO sont des données fournies par les patients et les PRO comprennent l'état de santé de la personne, sa qualité de vie, comme par exemple les symptômes dont elle souffre, sa fonctionnalité au niveau physique et sa santé sociale, mentale et physique. Les données de PRO peuvent aussi être collectées avant, pendant et après les interventions. Par conséquent, que sont ces résultats rapportés par les patients au PRO? Ils fournissent des informations sur l'expérience du patient. Ils peuvent évaluer l'efficacité des interventions de santé dans le domaine de la perspective d'un patient atteint d'hémophilie. Ils sont finalement la voix du patient. Les PRO fournissent des données pour les personnes atteintes d'hémophilie, les soignants, les chercheurs, les assurances médicales et les décideurs dans le domaine des politiques. Ils ont été utilisés dans d'autres maladies chroniques et par ailleurs, la FDA et d'autres organismes demandent ce type d'information
avant de breveter de nouveaux médicaments. Alors, la solution est une application mobile qui s'appelle MyWBDR. Vous voyez ici l'icône sur la droite qui collecte les PRO, à savoir les saignements, les traitements et la qualité de vie de nos patients. Cela aide les personnes atteintes d'hémophilie à contrôler leur prise en charge de l'hémophilie. Alors, qu'est-ce que ce MyWBDR? Il s'agit d'une application tout à fait sûre, mobile, qui a été faite par la FMH. Il s'agit donc d'un registre mondial des troubles de la coagulation de la FMH. C'est un outil qui permet de collecter les PRO, de suivre les saignements, les traitements, les changements dans la santé. Cela permet aux patients atteints d'hémophilie de participer à ces registres mondiaux des troubles de la coagulation, ou RMTC, et cela aide aussi les professionnels dans les centres de traitement de l'hémophilie, les personnes atteintes de l'hémophilie et les chercheurs à contribuer aux recherches dans le domaine de l'hémophilie. Par conséquent, vous voyez l'importance de ce système. Alors, quelles sont les informations qui sont enregistrées dans ce registre mondial des troubles de la coagulation? D'abord, on a 3 modules. Le module concernant les saignements, tous les renseignements liés au saignement, le module concernant le traitement qui va collecter tout ce qui est lié au traitement et le module concernant la qualité de vie. Donc, pourquoi est-ce que ce système est parfait pour les personnes atteintes de l'hémophilie? D'abord, si on commence à gauche, cela permet d'enregistrer les saignements et le traitement en moins d'1 minute. Cela permet de sécuriser et d'avoir des données précises qui sont transmises à ce registre mondial des troubles de la coagulation. Et cela fournit aussi une visualisation simple, des données simples à lire, des saignements et du niveau de douleur associé à ces saignements au cours des 6 derniers mois. Alors, voyons un petit peu. Une fois que vous avez téléchargé cette application sur votre téléphone et que vous vous êtes inscrit, vous allez sélectionner la langue et sur la droite, vous voyez les endroits où vous allez pouvoir enregistrer vos saignements et votre traitement. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de ce système, fonctionnalité? À gauche, vous voyez ici la possibilité d'enregistrer vos saignements exactement à l'endroit où ont eu lieu ces saignements. Ensuite, deuxième carré, ici, vous en rectangle, cela permet d'enregistrer le niveau de douleur de notre patient. Et dans le rectangle de droite, vous avez le traitement et l'enregistrement du traitement, c'est-à-dire le moment, quel type de traitement, où est-ce que cela a été fait, tous les détails concernant la drogue qui a été administrée ou le médicament administré. Ensuite, il y a différentes caractéristiques et fonctionnalités de ce système. Sur la gauche, vous voyez que ce patient a eu plus de saignements au début de l'année et au milieu, ici, sur les rectangles du milieu, vous voyez un tableau en forme de camembert qui déploie, qui montre l'endroit où ont eu lieu ces saignements. Vous voyez le niveau de saignement aussi. Et le rectangle sur la droite vous montre de nouveau un diagramme en forme de camembert qui montre quand est-ce que ce patient a eu des saignements. On a aussi une vision par calendrier que vous voyez ici dans le rectangle de la droite, calendrier mensuel. Vous voyez les saignements en rose qui sont les jours où le patient a saigné, les jours où le traitement a été administré en bleu. Et vous avez la même chose sur le bas de l'écran. Et puis, si vous passez au rectangle suivant, vous voyez donc l'écran des résultats du patient. En bleu, vous avez le système de probe, MyProbe, qui a été conçu pour les patients par la FMH. Et pour les patients et par les patients. Et l'objectif ici est donc EQ5D5L. C'est une enquête qui est très rapide, qui est standardisée au niveau international et beaucoup de pays ont des données pour les personnes malades qui figurent dans ce système. Alors, quels sont les avantages de ce registre MyWBDR? Les personnes atteintes d'hémophilie
Et cela va éliminer le besoin d'avoir un journal en format papier. Cela va faciliter la saisie des saignements et du traitement et de leur date. Cela permet d'enregistrer, de faire un suivi des changements dans l'état de santé à travers le EQ5D5L et le questionnaire et les questionnaires de probe. Et puis, ça a des fonctions qui peuvent être utilisées sans être en ligne. Donc, off-ligne, hors ligne, pour permettre aux données d'être enregistrées sans avoir besoin d'avoir une connexion Internet. Et pour les médecins et le personnel soignant, cela va transmettre immédiatement les données au registre et cela va fournir des données complètes et exactes de notre patient. Donc, ici, vous avez les outils de collecte de données de la FMH. Alors, ce site Internet du RMDC, Registre mondial des troubles de la coagulation, en français, hein, et puis vous avez le MyWBDR, qui est un outil pour les personnes atteintes d'hémophilie. Et l'avantage de ces outils, c'est qu'ils sont tous les deux intégrés et qu'ils permettent de collecter des données mondiales en temps réel sur la qualité de vie de nos patients. Ici, voilà une capture d'écran d'un patient qui a enregistré ses saignements. Et bien sûr, j'ai mis en noir les coordonnées personnelles de cette personne hein, pour qu'on ne puisse pas les voir. Mais en haut, vous voyez qu'il a eu des saignements dans son pied gauche et qu'il avait une douleur moyenne hein, et qu'il a été traité. Et si vous regardez dans les détails, vous allez voir en dessous, hein, vous voyez que les deux lignes supérieures nous indiquent qu'il a eu un traitement à la demande, 1000 unités internationales ont été administrées. En dessous, on voit qu'il a enregistré un traitement prophylactique. Donc, ce système de MyWBDR incorpore les résultats rapportés par les patients dans la pratique clinique et crée une évaluation clinique à 360 degrés pour des meilleures prises en charge et traitements des personnes atteintes d'hémophilie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'en ai terminé. Merci beaucoup, professeur Coetze, pour votre présentation. Nous allons maintenant passer directement au docteur Tahira Safar qui va nous parler de l'amélioration de la prise en charge de l'hémophilie à travers l'utilisation des données. Tahira, vous avez la parole. Bonjour à tous, je suis Tahira Safar, je suis médecin en hémophilie et je travaille au Pakistan. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole et de vous parler de quelque chose qui est très important dans le domaine des soins de l'hémophilie, à savoir la collecte de données. Les registres ont existé depuis très longtemps et la FMH a collecté et publié des données annuellement depuis l'année 1998. Mais ce n'est pas le cas en Asie et en Afrique. Les données manquent encore et on a constaté en 1997, lors d'une réunion conjointe de l'OMS et de la FMH, que dans les pays en voie de développement, la création d'un registre national de personnes atteintes de l'hémophilie était une priorité clé. Alors, dans les registres, les données sont collectées de manière systématisée et organisée, ce qui aide les médecins à mieux comprendre ce dont ont besoin les patients, mais aussi ce qui nous aide à suivre leur état clinique et à prendre des décisions cliniques. Toute une série de pratiques qui sont maintenant et réalisées de manière normale dans le traitement de l'hémophilie dépendent de ces registres. Par exemple, la prophylaxie. Au Pakistan, les données sont collectées à différents niveaux, au niveau local, au niveau national et au niveau mondial. Nous avons au niveau local, nous avons 4 HTC qui sont affiliés à la Société de l'hémophilie, donc Centre de traitement de l'hémophilie, hein, qui sont affiliés. Ces données vont passer
au registre de patients national qui est géré par l'ONM, la Fondation de l'hémophilie pakistanaise ou du Pakistan. Et nous appartenons bien sûr au registre des troubles de la coagulation mondiale. Si vous regardez les données locales dans mon centre à Rawalpindi, vous pouvez voir sur cet écran que au cours des années, non seulement le nombre total de patients a augmenté, mais il y a aussi une augmentation de nouveaux patients, ce qui veut dire davantage de prise de conscience et ce qui veut dire que notre sensibilisation fonctionne bien. Mais vous allez voir sur le prochain écran, sur la prochaine diapositive, nous avons ici la population et on devrait avoir plus de 3000 patients atteints d'hémophilie qui seraient inscrits dans notre registre, mais vous voyez que nous en avons seulement 700 qui sont diagnostiqués ou enregistrés dans notre centre, ce qui signifie que nous devons encore augmenter la sensibilisation de façon à ce que davantage de patients viennent nous voir et se présentent dans les centres de traitement de l'hémophilie. Les facteurs de demi-vie Les facteurs à demi-vie prolongée ont permis un meilleur traitement. Nous avons commencé à montrer l'efficacité de ces facteurs par rapport aux produits standards. Et si vous regardez sur cette diapositive, la comparaison concernant l'efficacité clinique des produits facteurs à demi-vie prolongée par rapport aux produits standards, vous voyez qu'il est clair que non seulement le nombre de saignements sont réduits dans les facteurs à demi-vie prolongés, mais aussi le nombre d'injections. Et avec la baisse du nombre d'injections, la baisse des saignements est constatée aussi. Par ailleurs, il y a eu des effets secondaires minimes et tous les patients qui ont été testés montraient qu'il n'y avait il n'y avait pas d'inhibiteur. Donc, nous pouvons dire qu'avec ce type de produit, le EHL, facteur à demi-vie prolongée, on a prolongé l'activité et les résultats de la réduction dans les saignements et de la réduction des injections et des doses requises par saignement, ce qui a des effets secondaires minimes et on n'a pas vu d'inhibiteur chez ces patients. Cela nous permet donc de comprendre mieux que les produits de facteurs à demi-vie prolongée sont très utiles chez nos patients. Passons maintenant en prophylaxie à dose faible. Cela a été commencé en 2018. Et lorsque nous avons commencé ce programme, on a collecté des données aussi. On a commencé la collecte de données concernant le traitement sur demande. Et les données nous montrent qu'il y a une réduction des saignements spontanés, une amélioration de la santé des articulations et une réduction de l'utilisation de facteurs. Donc, nous avons commencé cette prophylaxie à faible dose dans le domaine de l'hémophilie. Nous avons constaté l'avantage pour nos patients et pour leurs parents, mais au cours des années, au fil des années, nous avons aussi constaté que la conformité à ce programme était de 86%. Et cela, c'est grâce à notre personnel. Les patients, grâce aux visites régulières, comprennent, ont confiance et savent qu'ils doivent venir voir le docteur. Et les enfants viennent voir le docteur tout seuls et reçoivent leur traitement directement. Maintenant, si on regarde les données que nous collectons au niveau national, vous pouvez voir qu'avec une population de 220 millions, le Pakistan est la 4e nation la plus peuplée du monde et selon la prévalence des données, selon la FMH, on devrait avoir 23 000 patients atteints d'hémophilie au Pakistan, mais au niveau national, nous avons seulement 2400, 2500 patients environ en tout qui ont été diagnostiqués, ce qui veut dire que nous devons travailler encore plus pour capter davantage de patients. Donc, nous devons organiser des activités de sensibilisation pour que davantage de patients se rendent dans les centres de traitement de l'hémophilie, s'enregistrent auprès du registre national de l'hémophilie. Le registre des troubles des saignements a été créé et le Pakistan s'est joint à cette
collecte de données. Ici, vous voyez, donc on a la distribution par âge et par sévérité. Donc, qu'est-ce que ces collectes de données nous aident à faire? Cela nous aide à voir le parcours clinique, le progrès clinique de notre patient, voir quels sont les résultats du traitement et quels sont les chiffres concernant l'hémophilie et les détails dans notre pays pour ces patients. Lorsqu'on prend des décisions cliniques aussi, par exemple pour les prophylaxies à faible dose, on sait qu'avec des faibles doses et des faibles fréquences, on doit comparer cela avec ce qui est fait dans les pays occidentaux, mais on sait qu'avec ce système, nos patients vont bien, donc on peut continuer sur cette base et appliquer ce traitement. On peut aussi avoir des comparaisons de patients atteints d'hémophilie entre nos centres de traitement de l'hémophilie, entre d'autres pays, voir si on peut faire des changements positifs. Et cela est très facile parce que c'est un système qui est d'accès facile. On peut accéder au dossier du patient facilement et voir les décisions cliniques qui ont été prises pour ce patient. Une des choses les plus importantes pour la collecte de données est qu'on peut suivre les résultats concernant nos patients. Ces résultats sont très importants parce qu'ils nous montrent comment va le patient. Et dans le cadre des patients atteints d'hémophilie, on peut voir comment vont les articulations, quel est le taux de saignement, quel est le statut des inhibiteurs, quelle est la qualité de vie de ces patients. Et il peut y avoir aussi d'autres résultats importants concernant la morbidité. Dans certains pays, on a des cryoprécipités, du plasma qui est encore utilisé pour le traitement. Donc, l'hépatite C aussi est quelque chose qui est important et qu'on peut mesurer pour les résultats de nos patients. Tout cela est lié à la morbidité, aux causes de morbidité dans certaines régions. Donc, on peut avoir autant de résultats que nous voulons en fonction de la situation et du traitement clinique de nos patients. Donc, voilà ce que l'on va inclure dans les résultats rapportés par les patients. Et c'est que cela veut dire que les patients peuvent collecter leurs propres données et le rapporter. Je voudrais dire que la collecte des données est quelque chose de très important et c'est comme quelque chose de magique qui nous permet de ouvrir plusieurs portes. Donc, il faut l'utiliser de la manière la plus souvent possible. Merci. Merci à vous. Merci Tara de votre présentation. Merci d'avoir partagé votre expérience. C'est une expérience vraiment intéressante. Nous avons une dernière question avant d'avancer à la séance des questions-réponses. Je voudrais vous prévenir que maintenant, vous devez sélectionner seulement une réponse. Il faut ne sélectionner qu'une réponse. Donc, pendant que nous nous préparons pour le sondage, je vais commencer à lire. C'est une question à compléter, c'est-à-dire c'est une phrase à compléter. Les données nous aident à, et vous devez sélectionner de la A à la E. Les données nous aident à suivre le progrès des patients. B, mesurer les résultats. C, prendre des décisions cliniques, recueillir et maintenir des informations des patients, entretenir des informations des patients, ou bien toutes les intérieures. Vous avez vos options donc. La majorité des participants ont sélectionné toutes les intérieures. Cela me rend heureux. Cela me fait ressentir qu'il faut remercier encore une fois les divers présentateurs parce que, ou bien aujourd'hui ou dans des conversations antérieures, nous avançons vers une compréhension commune
que la collecte des données est quelque chose d'utile pour tous ces objectifs, suivre les progrès des patients, mesurer les résultats, prendre des décisions cliniques, aider à la prise de décision et entretenir les informations sur les patients. Donc, voilà la dernière des questions de sondage. Maintenant, on va passer à la séance des questions-réponses. Nous devons nous arrêter dans 25 minutes. Je vais inviter les présentateurs pour qu'ils allument leur caméra s'ils veulent le faire ou s'ils peuvent le faire. Et nous allons avoir ainsi une interaction plus vivante. Par exemple, vous pouvez aussi vous connecter. Donna va m'aider à faciliter, à animer cette conversation. C'est difficile pour moi de gérer le chat, la boîte de questions-réponses. Et donc, Donna est là pour m'aider. Merci à tous qui ont déjà posé des questions. Je voudrais commencer avec une question pour Catherine et pour Dr. Miette. Est-ce que vous pourriez décrire davantage les principaux défis auxquels vous faites face au moment de lancer un registre en Côte d'Ivoire et comment est-ce que vous avez surmonté ces défis? Merci Alfonso de cette question. Je vais parler au nom du docteur Meite. Un des problèmes les plus importants a été de convaincre le comité d'éthique sur le WBDR, puisqu'il s'agit d'une chose qui n'est pas utilisée spécifiquement en Côte d'Ivoire. Peut-être que cette situation s'applique aussi à d'autres pays en développement. Donc, nous avons retrouvé quelques difficultés au début pour montrer que toutes les données étaient traitées en accomplissant la loi d'intimité des données et le fait que la Belgique avait déjà démarré avec cette initiative nous a beaucoup aidé. Nous avons contacté le comité d'éthique de la Côte d'Ivoire et nous l'avons mis en contact avec le département du WBDR pour expliquer toutes les normes et comment les données sont traitées. Donc, nous avons agi comme un lien entre le comité d'éthique et le WBDR et puis nous avons réussi à implémenter l'utilisation de ce registre en Côte d'Ivoire. Merci Catherine. Cela nous mène à une deuxième question. Je vais demander à Marius qu'il réponde. Il a déjà répondu à cette question en écrit, mais je pense que ce serait bien de parler au sujet parce qu'on parle de parler de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'on doit faire pour envoyer les données des patients au niveau international? Comment est-ce qu'on peut accomplir les directives qui sont présentes? Je ne peux pas parler au nom de tous les pays, bien sûr, mais si on considère les normes européennes, elles parlent de la pseudo-anonymation des données. Et on fait une répartition des données dans deux. Un fichier a le nombre de WBDR et l'autre fichier est inclus dans le WBDR et il faut avoir les deux informations ensemble pour pouvoir identifier le patient en question. Donc, c'est très difficile de révéler les données privées de quelqu'un. La majorité des pays permettent une collection d'identifiés de données pour les essais cliniques et pour d'autres types d'initiatives. Donc, je pense que ce principe peut être appliqué plus ou moins partout dans le monde. Merci. Merci beaucoup. Et vous pouvez ajouter
davantage des questions si vous vous sentez stimulé à parler de ces questions, même si c'est au même sujet, pas de problème à cet égard. Maintenant, je vais passer. Il y a une question, je ne sais pas si nous pouvons y répondre de manière adéquate. Je vais passer la parole à Marius ou à Taïra ou bien à Donna. La question est comment est-ce que les patients ont répondu lorsque ils ont vu l'appli MyWBDR. Peut-être que nous avons des informations qui ont surgi de tests ou des expériences que vous avez déjà eues. Donc, est-ce que nous pouvons répondre à cette question? Quelle a été la réaction des patients lorsque ils sont mis en contact avec l'appli? Je ne peux pas répondre à cette question, mais je voudrais dire que nous n'avons pas l'appli MyWBDR. Donc, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Peut-être que quelqu'un d'autre présentateur ont utilisé l'appli. Marius, peut-être? Je pourrais commencer à répondre. Je pense si les patients ne sont pas dans une bonne condition économique, si ils ont des problèmes, par exemple, ils n'ont pas un portable ou ils n'ont pas deux portables, ou peut-être aussi le cas qu'ils ont un portable, mais le portable n'est pas Android ou Apple. Cela peut poser un problème. Mais les jeunes, les patients les plus jeunes ont adopté l'appli sans problème. Si on les téléphone et que l'on commence à parler avec eux, on va avoir plus de suivi ou d'approbation de la part des patients. Je pense que cette appli est disponible dans d'autres pays aussi. Je voudrais demander comment est-ce que nous pouvons avoir accès à cette appli pour nos patients? Je peux répondre à cette question. Nous sommes dans le processus de faire une mise en place au niveau global, pays par pays. Je ne sais pas quand, je sais que votre pays est dans la liste, je ne sais pas quand ça va se passer, mais peut-être que la responsable va pouvoir se mettre en contact avec vous pour vous dire quand l'appli sera implémentée au Pakistan. Et il y a des problèmes aussi de traduction pour l'appli. Ce serait magnifique d'avoir l'appli disponible dans la langue locale parce que c'est comme ça que les patients seront disposés et auront la volonté de compléter l'appli. Je n'ai pas d'expérience personnelle d'utilisation de l'appli avec les patients, mais ce que nous avons fait, ce que nous avons montré l'appli aux patients canadiens, ces patients utilisent déjà une appli qui a certaines des fonctions qui seront incluses dans MyWBDR et les patients trouvent que l'appli est très utile. Et quand le système ne fonctionne pas, en général, ils nous inondent avec des questions et des demandes parce qu'ils espèrent ils attendent que les systèmes fonctionnent. Encore une fois, donc Taïra, comme Taïra nous a montré, l'appli est très moderne, très fonctionnelle, extrêmement intuitive. Donc, nous espérons de pouvoir l'utiliser à grande échelle et nous espérons que cette appli nous aide et à nos patients aussi. La question est vraiment intéressante et il y a une question semblable que j'ai mis aussi. On va y arriver vers la fin. Maintenant, je vais passer. On va continuer à parler de MyWBDR, l'appli. Je ne sais pas qui voudrait répondre à cette question. Est-ce que MyWBDR, l'appli, est liée ou relationnée avec un HTC en particulier?
ce que j'imagine, ce que les données que les patients collectent avec MyWBDR voyagent, pour ainsi le dire, à son centre de traitement d'hémophilie ou aussi les données sont transmises ailleurs. C'est ça que je comprends à partir de cette question. Si ce n'est pas comme ça, il faut le clarifier. Peut-être, Donna, tu pourrais répondre à cette question. Oui, en fait, l'appli est relationné ou connecté avec l'HTC du patient. C'est-à-dire que le patient qui se connecte à l'appli, cela va se connecter avec son médecin traitant et ils auront avoir accès à toutes les données. Par exemple, s'ils ont utilisé l'appli depuis 3 ans ou 2 ans, ils allont avoir la possibilité de voir toutes les données inclus dans l'appli depuis 2 ans. Et dans les centres, les médecins pourront regarder les données incorporées par les patients ainsi que par les médecins. Merci, Donna. Il y a une question de la part de Titi Adeyemo. Et Titi Adeyemo nous dit, cette appli est un outil d'une grande valeur au moment de collecter des données, mais c'est quelque chose d'utile seulement si le patient est alphabétisé. Est-ce que nous allons pouvoir continuer à maximiser l'utilisation de l'appli pour continuer à récolter des données même si le patient est analphabète? Est-ce que l'appli, il ne faut pas oublier que nous avons besoin de données de la part des patients qui ne peuvent pas utiliser l'appli. Nous avons besoin d'avoir accès à leur registre des saignements, etc. Donc, merci d'avoir mentionné ce problème et je pense que c'est un commentaire très adéquat. C'est très important de ne pas nous limiter à nous focaliser aux personnes qui sont alphabétisées parce que sinon les données seront un peu biaisées. Ce serait quelque chose contre les principes que j'ai discutés dans ma présentation. Merci d'avoir signalé tout ça. Je ne sais pas si, Marius, est-ce que vous voulez faire un apport? Oui, je voudrais dire que il y a un diagramme du corps humain, il y a des codes de couleurs, c'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui est alphabétisé à un degré modéré pourra quand même utiliser l'appli. Merci. Une autre question que je voudrais aborder en premier, et puis je vais recevoir les commentaires d'autres panélistes. C'est une difficile à répondre. En tant que médecin, comment est-ce que je peux savoir que les données fournies à travers l'appli sont des données réelles? Comment est-ce que je fais pour savoir que les patients n'essaient pas de mal m'informer, de m'informer de manière erronée pour recevoir davantage de traitements ou un traitement analgésique? C'est une question très intéressante. Il ne s'agit pas tout simplement des données de l'appli. Comment est-ce que je peux juger lorsque je reçois un appel téléphonique d'un patient qui saigne, par exemple, qui me dit qu'il saigne, ou lorsque le patient est dans la clinique, le patient me dit qu'il a mal à quelque part dans son corps. Comment est-ce que l'on peut interpréter cette douleur? Je sais que les contextes peuvent être différents l'un de l'autre et quelques-uns de mes patients, par exemple, ont des articulations très inflammées, très gonflées et dans ce cas-là, il n'y a pas de doute, on peut prendre une photo de cette articulation affectée et je pense que on peut l'obtenir aussi pour un rapport de saignement. Donc, je ne pense pas que le problème soit l'appli. Je pense que le problème est la relation de confiance entre le médecin et les patients. Et on ne peut pas exclure des questions comme celles que vous venez de suggérer, mais ce sont des choses qui peuvent se passer indépendamment de l'existence d'une appli. Je voudrais signaler une chose. D'un côté, la confiance est importante. C'est
données sont utilisées pour construire la manière de traiter que nous avons. Donc, il faut être très sincère au moment d'interpréter la réponse. Donc, ne devrait pas être la seule manière d'interagir, de faire une interaction entre médecin et patient. Tous les patients ont besoin d'avoir un traitement personnalisé, y compris la confiance que nous leur donnons au moment de leur rapportage. Nous connaissons les patients déjà, nous savons ce qu'ils veulent dire quand ils parlent du saignement, des traitements. Donc, peut-être que parfois, il faut reposer une question. Donc, je n'ai pas une réponse concrète, mais je pense que l'utilisation d'un registre ne change pas les règles du jeu. Les règles sont les mêmes. Il faut avoir une bonne confiance, il faut avoir une bonne compréhension entre le médecin et les patients. Et parfois, il y a des patients qui parfois, les médecins conçoivent un plan de traitement de manière correcte. Parfois, c'est les patients qui ont raison. Donc, voilà la meilleure réponse que je peux fournir à cette question. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui peuvent apporter quelque chose. Je pense que la confiance est très importante. Et dans le centre clinique, vous connaissez vos patients, vous savez ceux qui sont honnêtes concernant les saignements et ceux qui exagèrent. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin de conseiller les patients, leur expliquer la valeur d'un enregistrement honnête de leur saignement et leur dire que cela peut être utile pour eux aussi. Merci, docteur Loriot. Au micro, une dernière question concernant ce qui se passe. Dans quelle mesure les données peuvent être partagées avec les différentes parties prenantes, y compris les autorités gouvernementales? Alors, Donna, est-ce que vous voulez répondre? Oui, je peux répondre. Si j'ai bien compris la question, je dirais que chaque centre de traitement de l'hémophilie qui va collecter des données va avoir accès à toutes ces données qu'il peut télécharger sous différents formats et l'utiliser et ensuite la donner à toute agence, organisme donné. Donc, il faut un consentement informé signé par le patient dans lequel le patient indique que ces données sont confidentielles et pseudo-anonymes. Donc ensuite, ces données peuvent être utilisées pour la recherche, pour le plaidoyer ou autre, mais le patient a déjà consenti à cela et les centres de traitement ont accès à ces données et peuvent utiliser ces données. Dans l'ensemble, pour l'ensemble de la base de données, les centres de traitement n'ont pas accès sans passer d'abord au comité de direction et de gouvernance. Allez-y. Je voulais ajouter que, comme vous l'avez dit, il y a un consentement qui a été signé par le patient qui sait qu'on va partager ces données. Et puis, à ce propos, je pense que les données, tout dépend du plaidoyer que l'on veut effectuer. Si on veut montrer que le traitement en prophylaxie à la demande est meilleur, vous aurez besoin de certaines données. Et donc, en fonction de ce que vous voulez montrer, vous pouvez aussi montrer combien de patients atteints d'hémophilie vous avez, quels sont les résultats d'un traitement X. Donc, tout dépend de la ligne que vous voulez utiliser dans votre plaidoyer et des données que vous voulez utiliser et montrer. Quelqu'un nous demande comment vous avez commencé avec ce registre du WBDR. Comment vous avez commencé à travailler avec cela? Nous répondrons personnellement à cette question. Il y a aussi une question au docteur Lambert. Est-ce que vous pensez que cette expérience dont vous avez parlé
peut être appliqué au HTC ou au CTH dans le programme clinique. Oui, je recommande, Catherine Lambert au micro, dans le programme de jumelage, si vous avez un jumelage et l'utilisation de ce registre, cela va faciliter les choses. Hein. Ça va faciliter l'utilisation du registre et l'utilisation du WBDR. Hein. Donc, le jumelage est utile pour montrer la façon dont on collecte les données, dont on les partage et cela permet de montrer la façon dont on utilise les résultats de ces registres pour améliorer la prise en charge de l'hémophilie dans ces pays qui sont jumelés. Merci Catherine. Une autre question concernant les parents des enfants. Est-ce qu'ils peuvent contribuer au système de registre de WBDR? Comment est-ce qu'on peut collecter ces données concernant les enfants? Je peux répondre à cette question. Donna Cofino micro. Si l'enfant appartient au registre, s'il est inscrit au registre du WBDR, les parents vont saisir les données concernant leur enfant, sans problème. Et ces données iront directement au registre. Merci beaucoup, Donna. Allez-y, Tahira. Je voulais dire que pour les enfants qui ne peuvent pas s'exprimer, on va demander aux parents comment vont leurs enfants, quels sont les problèmes qu'ils ont, etc. Et ensuite, on va nous-mêmes ajouter cela au registre. Parfait. Une dernière question, vu le temps, porte sur les données. Si les données sont fournies aux compagnies pharmaceutiques. Nous savons que ces compagnies sponsorisent nos programmes. Nous en sommes très contents et nous n'allons pas refuser leur soutien. Hein, puisque ce sont nos sponsors, mais la vente de données, c'est autre chose. Alors, je ne sais pas si Donna veut parler au nom de la FMH. Quelle est la relation qui existe entre la FMH et les compagnies pharmaceutiques? Donna Cofino micro. Oui, nous sommes financés, sponsorisés, hein, et nous avons donc développé une base de données. Ces bases de données sont aussi un peu financées par ces compagnies pharmaceutiques, mais nous n'avons pas l'intention de vendre des données à quiconque. Et ce que nous faisons à mesure que nous amassons davantage de données, nous allons ouvrir ces bases de données aux médecins des centres de traitement de l'hémophilie qui ont des questions liées à la recherche, questions auxquelles ils voudraient essayer de répondre. Et donc, ces questions vont rentrer dans le cadre de la FMH et tous les membres ici vont évaluer la façon dont on peut répondre à cette question. Et ensuite, nous fournirons les réponses à ces questions, mais pas les données, justement. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire? Je ne vois pas d'autres questions. Je pense que nous vous demanderons de nous envoyer des commentaires concernant ce webinaire. Si vous trouvez que ce webinaire a été utile, on pourrait aussi recommencer un autre webinaire du même type. Je remercie toutes les personnes qui ont pris la parole au cours de ce webinaire et je vais maintenant donner la parole à Donna pour les remarques de conclusion et quelques petites remarques administratives. Je veux remercier tous les intervenants aujourd'hui pour leurs interventions. C'était très intéressant hein, et vous trouverez l'enregistrement de ce webinaire sur notre plateforme de e-learning et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci à tous.